Pourquoi être libéral n'est pas être conservateur? Bonjour, je suis Gilles Campagnolo, directeur de recherche en poste en Sorbonne. Hayek, dans La Constitution de la liberté, qui est l'un de ses grands ouvrages, ajoute une annexe, nous sommes en 1960, dans laquelle il explique exactement pourquoi et comment libéralisme et conservatisme se distinguent à ses yeux. Au début de cette annexe, intitulée « Pourquoi je ne suis pas un conservateur », Hayek corrige une croyance générale commune et assez maladroite, assez malvenue, formulée souvent par le fait que les différents partis politiques, il ne s'inscrit dans aucun d'entre eux, se répartiraient le long d'une ligne, en quelque sorte. Le défaut de cette représentation sous la forme d'une ligne ou d'un hémicycle, dans le cadre de la politique française, est de ne pas voir les éléments communs à chacun des trois pôles. Aussi, Hayek, explique-t-il, préférait une représentation sous forme de triangle, avec trois pôles, libéral, socialiste, conservateur. De la sorte, chaque angle a deux côtés adjacents. Il existe donc un côté adjacent entre le pôle socialiste et le pôle conservateur. Souvent, ce côté adjacent consiste en une recommandation de politique nationale souveraine. Historiquement, au XXe siècle et parmi les régimes que Hayek honnie, on peut citer le stalinisme comme socialisme dans un seul pays, et le national-socialisme allemand. Conservateur ou nationaliste souverainiste et socialiste, lorsqu'ils ne sont pas universalistes, partagent ce côté. Tandis que le pôle libéral partage avec le camp conservateur un certain nombre de recommandations de politique publique, notamment à l'époque où Hayek écrit, mais il y a également un côté adjacent entre le pôle socialiste et le pôle libéral, lorsque les deux angles partagent l'universalisme, le rationalisme et une certaine confiance dans le progrès qui doit s'incarner dans une meilleure situation des agents économiques. La différence vient lorsqu'il s'agit de penser la contrainte ou la coercition comme moyen d'y arriver. Le libéral, alors, refuse ces limitations de la liberté individuelle et recommande, au contraire, de laisser les agents libres, d'améliorer leur situation propre et, par cet effet, de contribuer au bien commun. L'ensemble de la leçon économique sur les vices privés devenant des vertus publiques depuis la fable des abeilles de Mandeville va dans ce sens. Hayek est un libéral classique, ou comme il le dit lui-même, un old Whig, en référence au parti britannique. Dans le cadre français, on comprend moins bien ce terme naturellement. Il signifie de laisser la liberté aux citoyens d'épouser le progrès de leur temps. Il a surpris une grande partie de ses adversaires, voire de son public, avec ce texte. Parce que dans la pratique, un certain nombre de positions prises par Hayek ou par ce que l'on appelle les libéraux, à sa suite, allaient se confondre, quant aux recommandations de politique publique, avec celles des partis conservateurs et des penseurs conservateurs. Hayek indique qu'il ne prend pas de positionnement partisan, mais qu'il réfléchit sur le plan philosophique général, en philosophie politique et économique, sur la question et sur cette distinction. Il en donne des arguments qu'il est utile de rappeler. Si les positionnements ont été similaires quant aux recommandations de politique publique, c'est souvent en raison du contexte et de l'opposition qui venait des partis planificateurs, socialistes, et de la situation de la guerre froide qui prévalait à l'époque. Cette conjonction n'est donc pas nécessairement ancrée dans les principes. Et ce qui vaut en aval, dans les décisions pratiques prises sur le plan politique, sur les conseils d'un certain nombre
de théoriciens libéraux et conservateurs ne vaut pas en amont quant à leurs principes et leur inspiration, ni quant à leur méthode. C'est par ce point que Hayek commence, et c'est ce point qu'il faut souligner lorsque l'on distingue conservateurs et libéraux. Hayek indique que le conservatisme ne peut pas ne pas suivre l'évolution des temps, et qu'un conservateur conscient de sa position le reconnaîtra et ne soutiendra pas des positions directement réactionnaires par rapport à son temps. En cela, le conservateur et le réactionnaire peuvent se distinguer. Le conservateur tend simplement à indiquer qu'il faut être prudent et prendre plus de temps. Il ne va pas nécessairement à contre-courant, mais conscient des courants de son époque, il tente à ralentir leur déroulement. Le libéral va au contraire épouser ce mouvement en tentant de mieux le comprendre, même dans le cas où les positions qui en résultent ne sont pas directement celles de son goût. Un conservateur aura tendance, dit Hayek, à vouloir que autrui suive les mêmes règles ou les mêmes préférences qui sont les siennes. Un conservateur veut en rester à l'état qui a existé jusqu'ici, notamment parce que celui-ci est le produit d'une évolution qui lui semble avoir sélectionné les meilleures situations. Un libéral, selon Hayek, pourra être d'accord avec la sélection que cette évolution a produite, mais ne tiendra pas pour autant qu'il faille la limiter ou la freiner, qu'il faille s'arc-bouter sur les freins du progrès, mais que l'on peut, en le comprenant bien, épouser ce mouvement. Évidemment, lorsque les progressistes étaient, tout au long du XXe siècle, dans un camp favorable à une planification, par exemple socialiste, par exemple soviétique, mais elle pouvait être également autoritaire d'autres types de régimes, illibéraux, pour tout dire, tantôt fascistes, tantôt bolcheviques, tantôt nationaux et socialistes à la fois, eh bien, les conséquences pour l'expression des libertés individuelles étaient assez claires. Il se trouve que le conservateur et le socialiste partagent, selon Hayek, la même tendance à l'autoritarisme et au refus des positions qui ne sont pas directement les leurs. Le libéral est libéral au sens de l'adjectif, c'est-à-dire qu'il est tolérant et reconnaît les éléments de progrès qui peuvent apparaître. De ce point de vue-là, un libéral et un socialiste universaliste non planificateur peuvent avoir plus en commun qu'un libéral et un conservateur. Autrement dit, les trois orientations se distinguent et elles restent distinctes. Et c'est tout ce que veut souligner Hayek dans cette annexe à sa constitution de la liberté. Au nom de la liberté, eh bien, il faut accepter la liberté, ni chercher à la freiner, ni chercher à la contraindre, ni chercher à lui apporter des correctifs tels qu'elle est condamnée par ses politiques. Ainsi, aussi bien un conservateur qu'un socialiste peuvent être nationalistes. Et le nationalisme peut être un élément de progrès lorsqu'il est patriotisme, ou bien un élément de régression lorsqu'il est réactionnaire, ou bien un élément de contrainte lorsqu'il décrète le socialisme dans un seul pays. Outre le ralentissement du progrès que la société sécrète spontanément, selon Hayek, il y a dans le nationalisme une tendance au protectionnisme qui va directement à l'encontre de la liberté des partenaires de l'échange. Le libre-échange, critiqué à tant d'égards, garantit aux différents partenaires le choix de leurs décisions de consommation et de production. Des contraintes y existent et le rapport de force y est constant. Ainsi, l'argument socialiste de la défense de ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre n'est pas nécessairement, immédiatement, refusé par le libéral. Il est pris en compte tant qu'il ne s'agit pas de suivre l'indication de contrainte des parties prenantes dans la négociation. Ainsi, toute décision tarifaire protectionniste entraîne
des effets qui sont inverses de ceux qui sont souhaités. Dans un deuxième temps, après avoir indiqué les distinctions entre libéralisme et conservatisme potentiellement nationaliste, il convient de souligner que ce qui est en jeu, c'est la liberté de décision des agents, sur le plan politique, citoyen, comme sur le plan économique, du consommateur ou du producteur. Hayek, de fait, accepte que la position libérale soit assez sceptique quant aux indications. Elle veut éviter la contrainte et donc accepte d'entendre des positions différentes de la sienne, ce qui la différencie des autres partenaires du spectre politique. Le libéralisme de Hayek est un libéralisme qui, conscient de son devoir de guerre, que lui remplissait en écrivant La route de la servitude, est également conscient que la défense de la paix va de pair avec l'option libérale. Le conservatisme ne défend pas la paix de la même manière. Il la défend éventuellement comme un acquis d'institutions qui ne peuvent pas bouger, selon lui. Or, il est possible d'épouser le mouvement de changement des institutions, à condition de respecter les libertés des acteurs qui y prennent part. En un mot, pourquoi être libéral n'est pas être conservateur selon Hayek, n'est pas seulement affaire de ralentissement inhérent à la position conservatrice des mouvements de la société ou du changement des institutions, mais c'est accepter, tolérer et discuter librement, sans coercition, les moyens et les formes de l'évolution. Celle-ci n'a pas nécessairement sélectionné le meilleur, celle-ci n'a pas nécessairement abouti à l'état définitif, mais elle a donné les moyens de laisser se développer et d'accompagner le mouvement historique. Le libéralisme, selon Hayek, est un évolutionnisme historique sans conservatisme. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la faire entendre à vos amis, à vos connaissances qui ont peut-être une idée de Hayek différente de celle que je viens d'indiquer et qui, de ce fait, seront heureux, espérons-le, d'entamer le débat à propos de cet immense auteur.